Bonjour à toutes et à tous Bonjour. et bienvenue à notre webinaire. Alors, je vois que vous êtes nombreux à vous connecter et je vous propose quand même d'attendre une petite minute pour que tout le monde puisse se joindre à nous. Très bien, écoutez, je vous propose de commencer à nouveau. Bienvenue à ce webinaire sur les tendances du marché du transport de fret en 2025 et puis surtout ce que nous voulions partager avec vous, ce sont des éléments de plan d'action pour optimiser et sécuriser vos opérations de transport. Mon nom est Jérôme Bourg, je suis associé au sein du cabinet de conseil Newton Voreal. Et bonjour à tous, donc Jérémy Gallo, moi je suis directeur au sein du cabinet Newton Voreal et je m'occupe plus particulièrement des sujets autour du transport. Nous allons passer 45 minutes ensemble. Vous le verrez, il y a beaucoup de matière dans ce webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. L'idée, c'est que nous puissions consacrer une partie de ce temps à l'échange avec vous. Donc, vraiment, n'hésitez pas, le chat est fait pour ça. Et le replay sera disponible ensuite. Vous recevrez à la fin de ce webinaire un lien pour pouvoir visualiser le replay si vous le souhaitez. Quelques mots sur le cabinet au sein duquel nous intervenons. Newton Voreal est vraiment un des spécialistes du conseil en supply chain, transport et logistique. Nous n'intervenons que sur ce sujet, aussi bien sur des aspects très stratégiques, y compris des sujets de schéma directeur, de démarches de SNOP, sur des sujets très opérationnels autour du transport et de l'entrepôt. Nous descendons jusqu'à des sujets de performance opérationnelle et puis nous assistons nos clients dans toute la transformation, à la fois transformation durable et transformation digitale de leur supply chain. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de se consacrer sur ce sujet du transport et les différents éléments que nous allons partager avec vous. Si nous passons au... Voilà, merci Jérémy, au slide suivant. Donc, vous faire vous donner les principaux éléments, les clés de compréhension du marché du transport de fret. Nous commencerons par le sujet de l'aérien et du maritime, donc avec pas mal, vous le verrez, de changements, en particulier sur le maritime. Un zoom ensuite sur l'évolution du marché du transport routier. Et ensuite, deux éléments importants autour d'abord des leviers d'action, comment faire face à cette situation du marché en 2025. Et puis, nous finirons par un aperçu des enjeux et des solutions aujourd'hui disponibles sur le marché pour accélérer des éléments de décarbonation du transport. Voilà, donc un programme qui va être très riche. Vous verrez qu'il y a beaucoup d'éléments. Nous avons rassemblé beaucoup d'éléments chiffrés pour cette présentation. Nous vous présenterons les principaux à l'oral. Et encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions à la fin lors de ce webinaire à travers le chat. Et bien sûr, nous sommes à votre disposition après ça. Je vous propose de commencer donc avec d'abord ce que nous voyons aujourd'hui des évolutions du marché du transport de fret aérien, qui va être le premier sujet. Jérémy, je vais te laisser la parole. Ouais, merci Jérôme. Effectivement, on voulait commencer donc par le transport aérien avec un petit bilan du marché en 2024 et les perspectives qu'on voit aujourd'hui sur les tendances de marché et les perspectives pour 2025. Donc en termes de dynamique du marché en 2024, donc on a eu une croissance à plus de 8% sur l'année 2024 pour le transport aérien, porté par le e-commerce qui continue à augmenter partout dans le monde, et aussi aux facteurs géopolitiques, et notamment les différentes crises maritimes qui ont mis un peu de fret des bateaux vers les avions. Et donc, on voit qu'il y a certains axes clés. On voulait partager ces informations, parce que les axes qui touchent l'Asie, soit en sortie d'Asie, soit en entrée d'Asie, sont avec des croissances à 2 chiffres. Donc, on a vraiment un impact fort autour de l'Asie. Donc, on est dans la mondialisation qui continue, à la fois sur le e-commerce et sur d'autres secteurs de marché.
un peu plus faible entre l'Europe et l'Amérique. Donc, on voit une croissance autour de plus 5, plus 6%, mais qui est quand même présente. On a quand même une croissance entre l'Europe et les États-Unis, notamment, et l'Amérique du Nord en général. À côté de cette croissance, on regarde souvent les notions de capacité. Donc, on a une capacité qui a cru également, mais moins fortement que la croissance des volumes. Donc, les acteurs du fret aérien ont développé la capacité, mais de manière assez raisonnée et limitée. Et donc, ça engendre un meilleur remplissage et donc des meilleures marges pour eux du fait que les moyens soient mieux remplis. Donc, on aime bien mettre en regard ces deux éléments pour comprendre un petit peu si l'offre et la demande s'équilibrent ou se déséquilibrent. D'un point de vue des tendances tarifaires, on a des évolutions de taux de fret qui ont été assez variables en 2024 en fonction des corridors. Par exemple, l'Asie vers l'Europe, on a eu une augmentation plus de 35% des taux de fret, donc très forte. À l'inverse, entre l'Amérique du Nord, le côte Est et l'Europe, on est sur des tendances baissières, fortement, moins 27% sur 2024, et une baisse un peu moins marquée entre l'Europe et l'Asie. Donc, effectivement, on voit qu'en fonction des corridors, malgré que les croissances soient globalement à peu près similaires, et en évolution, on a des taux de fret qui varient fortement. Donc, c'est des éléments à prendre en compte quand on développe des flux pour le futur. Et donc, on a un contexte qui est plutôt favorable aux compagnies, comme je disais, avec un taux de remplissage qui est maîtrisé, avec des volumes en croissance, des taux de fret qui globalement évoluent à la hausse, sauf sur un corridor. Sur les corridors avec l'Amérique du Nord, Europe et Europe-Asie. Et on a aussi un contexte de baisse du pétrole et donc du kérosène qui a été dans le sens des compagnies, même s'il est indexé. C'est quand même des éléments qui améliorent les rentabilités des compagnies. Et donc, quelle perspective on peut se donner pour 2025 sur le transport aérien ? On a une croissance attendue de plus 6% du trafic qui est partagée par les experts, qui peut être assez étonnante du fait qu'on est quand même dans un contexte économique incertain et plutôt en ralentissement, mais il y a quand même une croissance de 6% qui est attendue, avec du coup un chiffre d'affaires du cargo pour les acteurs qui est en hausse également. Des maintiens de la tendance, des taux de fret qui devraient rester élevés sur 2025, du fait de cette hausse de trafic et des développements de capacité qui restent limités avec les incertitudes. On est plutôt sur une tendance haussière du taux de fret en 2025. Et il y a beaucoup de risques à surveiller qui pourraient inverser cette tendance. Les risques d'inflation, même si ça diminue, les incertitudes géopolitiques, les hausses des droits de douane notamment et les tensions commerciales qui peuvent rapidement faire baisser les volumes d'activité et du coup déséquilibrer l'offre et la demande et faire baisser les taux de fret. Donc voilà, c'est des perspectives qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. Et je repasse la main à Jérôme pour la partie maritime. Merci Jérémy. Alors effectivement, le fret maritime a été aussi soumis à des variations fortes ces dernières années. Sur 2024, le marché est resté soutenu en termes de demande, avec même un effet d'aubaine que nous avons pointé sur les flux transpacifiques, une anticipation des droits de douane et donc un afflux de fret qui a aussi eu un impact sur les tarifs. L'enjeu sur ce marché est aussi sur l'équilibre entre l'offre et la demande, avec ces éléments géopolitiques en particulier, qui ont perturbé les éléments et qui ont eu un impact assez fort quand même sur les taux de fret, que nous avons vu en 2024 augmenter sur le deuxième semestre, se stabiliser en fin d'année, mais à un niveau plutôt élevé par rapport à 2023. Alors de la même manière sur 2025, ce qui est anticipé aujourd'hui, ce sont des taux de fret stables à ce niveau plutôt élevé, l'équilibre entre l'offre et la demande étant aujourd'hui à peu près atteint. Encore une fois, sauf perturbation forte, et nous savons tous que nous ne sommes pas à l'abri de ce type de perturbation, tension commerciale, tension géopolitique, là qui pourrait déséquilibrer le marché dans un sens comme dans l'autre. Donc voilà, clairement un marché des taux de fret maritime à surveiller avec des risques d'évolution fortes à la hausse ou à la baisse si cet équilibre entre offre et la demande se trouve perturbé. Et puis aussi sur 2025, un élément important, c'est l'évolution des alliances, puisque de nouvelles alliances se sont mises en place, avec en particulier MSC qui maintenant fait cavalier seul, et puis une nouvelle alliance Gemini qui va regrouper Maersk et Hapag-Lloyd. Les autres alliances, Ocean Alliance et Premier Alliance, restant stables.
Ces alliances ont des stratégies de réseau assez différentes, hein, avec Gemini qui est clairement sur un modèle plutôt en étoile, avec l'idée de saturer avec les méga porte-conteneurs les liens entre ces différents hubs, alors que MSC est plutôt sur une stratégie de port à port, de paire de ports, avec du coup des dessertes sur ces différents ports sans passage par des hubs. Première et Ocean Alliance se situant un petit peu entre les deux en termes de stratégie de réseau. Donc tout ça a aussi un impact sur les services qui sont disponibles, sur les ports qui sont desservis. On ne va pas rentrer dans le détail. À nouveau, vous aurez l'ensemble de ces éléments à disposition dans le replay. Mais clairement, des points à regarder en 2025, vérifier que les services que vous utilisez aujourd'hui sont toujours là, éventuellement regarder si d'autres opportunités sont là, et puis regarder aussi la manière dont les dessertes de ports ont évolué à travers ces nouvelles alliances. Voilà, donc un panorama du fret maritime qui a quand même continué à évoluer, et avec, que ce soit pour l'aérien ou le maritime, ces taux de fret à surveiller en fonction des évolutions, en particulier géopolitiques. Et je vous propose de continuer maintenant sur le suivant, donc sur le marché du transport routier en 2025, et je vais laisser Jérémy continuer. Merci Jérôme. Donc effectivement, après cette vision sur le maritime aérien, on voulait focuser un peu plus sur la partie transport routier que beaucoup de chargeurs utilisent, hein, en plus de l'international, soit du routier national en France et aussi du routier européen. Et donc, on voulait commencer par un petit panorama de la situation du marché des transporteurs en France, qui est structurellement fragile. Ça fait plus de 10 ans qu'on en parle, mais ça reste le cas, et qui fait face à de nouveaux challenges. Donc, d'un côté, des acteurs fragiles, hein, un secteur qui est très atomisé, beaucoup de petites entreprises avec moins de 10 camions, une vision court terme avec trop peu d'investissements, avec des situations comme on vit en ce moment, politique et géopolitique. C'est compliqué pour des petits entrepreneurs d'avoir un long terme et de se projeter dans des investissements. Donc, ça ne va pas dans le bon sens pour eux. Des marges historiquement faibles qui sont assez mal pilotées. On s'aperçoit souvent à la fin de l'année de combien on a gagné. Il y a assez peu de pilotage pour les petits acteurs du transport. C'est moins le cas, hein, sur les plus gros acteurs que vous connaissez, mais comme on l'a vu, hein, c'est un secteur atomisé avec beaucoup de petites entreprises. Des problèmes de trésorerie également assez fréquents. Et il y a un point qui revient souvent quand on échange avec les transporteurs, c'est un rapport de force qui est déséquilibré. Donc effectivement, beaucoup travaillent pour des gros chargeurs et se sentent obligés de dire oui de peur de perdre des gros clients qui pourraient enlever tout leur volume. Donc effectivement, ce rapport déséquilibré tend à les laisser dire oui là où ils devraient dire non, que ce soit sur les prix, sur les contraintes demandées, etc. Et ça déséquilibre fortement leur bilan également. Et on a un nombre de transporteurs en déficit qui ne cesse d'augmenter depuis 10 ans. Donc effectivement, on a fait un petit focus là-dessus parce que c'est quand même quelque chose dont on entend parler, mais on voit assez peu de chiffres en général. Donc la courbe de gauche montre que dans le transport, on est bien au-delà des autres services qui sont en termes de déficit. Hein, on est sur des niveaux d'entreprises déficitaires bien supérieurs à la moyenne nationale, avec un taux qui était à 22% en 2016, qui est monté à 30% en 2020. Et les chiffres plus récents, donc sur le tableau de droite, montrent qu'on est passé à 4 entreprises sur 10 en déficit en 2023, donc à fin 2023. Donc on voit que c'est une tendance qui continue et qui va dans le mauvais sens pour les petites entreprises du transport. 4 entreprises sur 10 en déficit, c'est quand même pas neutre. Et on voit en ce moment d'ailleurs, hein, depuis fin 2024, début 2025, une hausse des dépôts de bilan en général en France, mais particulièrement aussi dans le transport de marchandises. Donc on a aussi un niveau de marge qui est historiquement bas, autour de 2%, et on voit à fin 2023 qu'on est sur une tendance plutôt baissière, alors que ça avait remonté entre 2020 et 2022. Donc voilà, c'est un focus qu'on voulait faire pour montrer que le contexte qu'on entend parler, il y a des chiffres dessus qui montrent que on est dans un secteur d'activité où les acteurs sont historiquement et encore aujourd'hui fragiles. Ensuite, on a un secteur qui est peu attractif, donc des salaires qui ont beaucoup augmenté depuis la reprise post-Covid. On avait beaucoup parlé des chauffeurs et il y a eu beaucoup de demandes de problèmes de recrutement, donc ça a augmenté. Mais aujourd'hui, ils sont encore trop bas.
malgré ces hausses de 2020 à 2022, des hausses qui continuent mais qui ont du mal à attirer. Des conditions de travail qui sont difficiles, avec des temps d'attente, encore des mauvais accueils sur site, on en voit encore aujourd'hui, malgré tout ce qu'on a entendu. Les nuits dans les camions, qui attirent beaucoup moins les jeunes chauffeurs que les populations plus anciennes qui aimaient ce mode de vie. Donc, c'est des conditions de travail qui sont assez difficiles. Un déficit de chauffeurs en constante progression. On est sur 50 000 postes non pourvus en France aujourd'hui, donc environ 10% des postes de chauffeurs qui sont en recrutement, ce qui est énorme pour un secteur d'activité. Et on monte à près d'1 million de postes non pourvus en Europe et en Angleterre, donc toute l'Europe et le Royaume-Uni confondus. Donc, c'est un problème européen. Donc, on est sur des recrutements de chauffeurs qui sont problématiques dans toute l'Europe. Et bien sûr, on a du mal à recruter. Donc, on a une pyramide des âges qui vieillit. Donc, on voit cette pyramide sur le graphique de bas. Donc, les traits du haut qui sont les plus gros, c'est les chauffeurs de plus de 50 ans et 55 ans. Donc, on voit qu'on a seulement 5% qui ont moins de 25 ans et on a plus d'un tiers qui ont plus de 50 ans. Donc, c'est une situation qui va s'empirer d'année en année avec les départs en retraite qui ne seront pas remplacés. Autour de cette situation, on a des challenges récents avec une pression pour décarboner les flux. Donc, il y a les matériels qui augmentent leur coût d'année en année. Depuis 3 ou 4 ans, les transporteurs nous disent que les prix de matériel ont augmenté d'une dizaine de pourcents par an depuis 3-4 ans, que ce soit avec des motorisations nouvelles ou des nouvelles demandes autour des motorisations diesel, mais aussi des investissements dans des camions, on le verra par la suite, pour décarboner les flux qui coûtent beaucoup plus cher aujourd'hui que les camions diesel habituels. Et une manque de visibilité aussi pour renouveler des flottes. Quand vous avez une pression pour décarboner, des technologies qui évoluent vite et qui ne sont pas très claires, comment vous faites pour vous donner de la visibilité à moyen long terme pour renouveler vos flottes? Et il y a aussi un changement, on a beaucoup parlé en 2022, on en parle moins aujourd'hui, mais le paquet mobilité qui est rentré en vigueur en Europe avec moins de présence des transporteurs de l'Est ou avec une présence plus coûteuse des transporteurs de l'Est dans l'Europe de l'Ouest, du fait des nouvelles règles et des nouvelles obligations pour les chauffeurs, fait que ça fait augmenter les coûts sans forcément que ça se retrouve dans l'amélioration du secteur. Donc, on voulait brosser ce panorama du marché du transport en France et en Europe qui est un peu compliqué. En avançant, donc, depuis la reprise post-Covid, où on a beaucoup parlé du transport et du déséquilibre, l'offre et la demande se sont rééquilibrées. Donc, les tarifs ont plutôt tendance à se stabiliser depuis 2024-2025. Par contre, de l'autre côté, on a des coûts d'exploitation qui continuent d'augmenter pour les transporteurs et des conditions de travail qui se dégradent. Donc, ça veut dire quoi? Le manque de chauffeurs, comme on vient de le voir, avec des hausses de salaires qui ont eu lieu et qui ont tendance à se stabiliser, mais qui ont quand même renchéri les coûts d'exploitation des transporteurs. L'inflation générale, hausse des coûts pour le matériel, pour les carburants, même si ça a été moins le cas en 2024, et tous les à côté, les assurances, les péages, les coûts de structure, les salaires des exploitants, du personnel non routier, qui ont aussi augmenté et qui font qu'on a des hausses de coûts pour les transporteurs. On a des équipes aussi sous-staffées et débordées. Donc, les exploitations ont aussi du mal à recruter. Donc, ça fait des équipes qui ont beaucoup de demandes des clients qui ont du mal à répondre et qui génèrent un peu de pression et de tension entre clients et transporteurs. Et l'impossibilité de servir tous les clients. Donc, effectivement, on a des coûts qui augmentent, des problèmes pour recruter, des renouvellements de flotte qui sont limités ou au strict minimum. Donc, on ne peut pas servir toutes les demandes. Donc, aujourd'hui, on a une baisse de qualité de service parce qu'il y a des chargeurs qui ont du mal à se faire servir par leurs transporteurs historiques qui n'ont pas forcément les capacités ou les moyens de répondre à tous les besoins, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Et donc, ça génère de la baisse de qualité de service et encore des tensions. Donc aujourd'hui, on a des transporteurs qui doivent trouver des solutions pour restaurer leurs marges ou au moins les maintenir. Et là où ils cherchaient avant des volumes à tout prix, ils vont plutôt aujourd'hui privilégier les meilleurs chargeurs. Donc des chargeurs qui sont rentables pour eux. Donc on va voir par la suite qu'est-ce qu'on entend par meilleurs chargeurs. Je te passe la main, Jérôme, pour la partie chargeur, justement. Alors effectivement, ce que nous voyons chez beaucoup de clients, c'est ce qu'on a appelé un changement de paradigme, clairement un début d'une tendance un peu différente où un certain nombre de transporteurs aujourd'hui choisissent leurs clients et n'hésitent pas à dire non. Donc il y a vraiment cette pression qui est montée sur eux, sur
à la fois la capacité à trouver les ressources, l'augmentation des coûts et la baisse de leur marge qui induit ce changement d'attitude des transporteurs, avec potentiellement des impacts importants pour les chargeurs, pour vous, non seulement sur les coûts, mais aussi sur des impacts en termes de désorganisation des opérations supply chain, en entrepôt, en usine, des risques à la fois sur les expéditions vers vos clients, mais aussi sur ce que vous recevez de vos fournisseurs, qui ont les mêmes enjeux, des risques classiquement très opérationnels, des transporteurs qui ne se présentent pas, qui se retrouvent encombrés, donc vraiment une désorganisation opérationnelle en usine et en entrepôt. Et puis, bien sûr, la difficulté à trouver les capacités en temps et en heure impacte le service à vos propres clients, avec des difficultés à livrer, des difficultés de visibilité. C'est aussi un des sujets que nous voyons. Les engagements de visibilité pris par certains transporteurs peuvent passer à la trappe aussi. Et au final, pour vous, des enjeux de satisfaction de vos clients. Donc vraiment un enjeu d'un marché qui se durcit sur l'accès aux capacités de fret pour des chargeurs. Et donc, c'est tout l'enjeu de cette présentation aujourd'hui, c'est de vous donner des clés pour vous adapter à cette situation qui est en train vraiment de monter en puissance du côté des transporteurs. Et du coup, une fois qu'on a adressé ce constat, qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les leviers pour les chargeurs pour bien gérer leur transport, que ce soit en termes capacitaires, mais également en termes de coûts, pour maintenir les coûts. Donc, quels sont les leviers qu'on peut retrouver? Donc, déjà, avant de donner les clés, les leviers, c'est qu'est-ce que recherchent les transporteurs? Donc, les transporteurs, comme on l'a dit, ils ont besoin de conserver leur marge, de les restaurer, et donc, ils vont choisir leurs clients. Ils vont choisir les chargeurs pour lesquels ils travaillent. Il y avait eu une enquête qui avait été réalisée en 2022, c'est un peu ancien, mais c'est toujours d'actualité, qui définissait un petit peu des différents types de chargeurs. Donc, on a des chargeurs attractifs, ceux qui sont les partenaires, donc qui font des contrats longs, pas des appels d'offres tous les ans, qui ont un bon niveau d'animation, qui partagent les plans de transport. Moi, on a beaucoup de clients qui nous disent « j'ai fait l'appel d'offres, mais je ne comprends pas, mes transporteurs ne répondent pas à la demande alors qu'ils ont remis les prix ». Oui, mais ils n'ont pas partagé clairement là où ils attendaient après les résultats leurs transporteurs, en termes de volume, dans quel corridor, sur quel flux. Ils ont partagé en masse, mais pas en détail. Et donc, forcément, pour le transporteur, ça donne assez peu de visibilité et ça les engage pas à vous privilégier par rapport à d'autres avec qui ils ont un peu plus de précision sur là où ils sont attendus. Les animer aussi avec des indicateurs des tableaux de bord, sans rentrer dans des usines à gaz, mais leur partager un petit peu leur qualité de service, là où ils ont pêché, là où ils ont été bons, pour avoir des bonnes relations avec eux. Dans les chargeurs attractifs, on a aussi ceux qui génèrent le moins de litiges. Il y a beaucoup de chargeurs qui, comme on dit, sortent les machines à pénalité dès qu'il y a un petit peu de retard, ou qui ont une animation avec des malus. Donc, c'est soit en bonus-malus, mais on tombe souvent dans les malus, dans un monde qui est un peu tendu, notamment en ce moment. Donc, on a les chargeurs qui pénalisent ou qui mettent des malus à leurs transporteurs aujourd'hui, ils ne vont pas être privilégiés par rapport à ceux qui ont des relations un peu plus saines. Il y a aussi la notion de litige pour produits abîmés. Donc, effectivement, un produit abîmé, c'est souvent de la faute du transporteur, parce qu'il est parti en bon état, il arrive en mauvais état. Par contre, c'est parfois lié au type de packaging qui n'est pas adapté, qui n'est pas assez solide, à la palettisation qui n'est pas bien faite. Et donc, effectivement, quand un transporteur sur un chargement sur 2 ou sur 3, il va devoir gérer un litige à la fois administrativement et vis-à-vis de ses assurances pour dédommager son client, et si c'est plus fréquent avec certains qu'avec d'autres, il va plutôt s'orienter vers ceux qui génèrent le moins de litiges. Ensuite, il y a les chargeurs qui sont rentables. Donc, il y a ceux qui payent bien. Dans bien payer, il y a 2 éléments. Il y a avoir les prix du marché. Donc, il y a effectivement des chargeurs qui maintiennent la pression sur les appels d'offres tous les ans et de changer de transporteur dès qu'ils ont un meilleur tarif, etc. Donc, ils vont se déconnecter du marché. À court terme, c'est sûr que vous payez moins cher. À plus long terme, vous risquez de perdre les transporteurs qui ont le choix et qui vont aller vers d'autres chargeurs. Et il y a aussi les délais de paiement. On a encore aujourd'hui beaucoup d'histoires de chargeurs qui ne payent pas dans les règles et des 30 jours qui sont obligatoires dans le transport de marchandises et qui ont des impacts forts pour des petits acteurs en termes de trésorerie. Il y a ceux qui sont bien remplis. Alors ça ne s'applique pas dans tous les métiers, mais dans les métiers de la messagerie, du colis, un rapport poids-volume qui est favorable, du lourd qui est peu volumineux, ça va plus intéresser les transporteurs que ce qui est plus léger et plus volumineux. Même s'ils appliquent des rapports poids-volume,
il y a quand même un impact entre l'application du rapport et des colis qui pourraient être mieux remplis et plus lourds. Et il y a aussi un remplissage maximal des camions. Donc là, on a effectivement un impact si on paye du lot à la palette ou au mètre linéaire. Voilà, comment on peut mieux remplir les camions. C'est gagnant-gagnant, hein. Le transporteur, il va avoir un tarif qui sera moins regardé parce qu'il y aura plus de palettes dedans. Et le chargeur, s'il met plus de palettes dans un camion, ça lui coûte le même prix que s'il payait un camion moins bien rempli. Donc, il y a ce sujet du remplissage qui est regardé des deux côtés et qui va avoir un impact pour les transporteurs. Et enfin, les chargeurs qui sont faciles à optimiser. Donc, ça veut dire quoi, facile à optimiser pour un transporteur? C'est ceux qui sont réguliers, qui sont prévisibles. Un chargeur qui aura des flux réguliers. Toutes les semaines, j'ai 2 flux par jour sur telle liaison. Je les confie en dur à un transporteur, il va pouvoir construire autour de ça. Il va pouvoir construire des tournées, des boucles, des triangulaires, avoir des plannings qui vont être pré-remplis d'une semaine sur l'autre avec vos flux. Et ça a beaucoup de valeur pour lui, pour mieux utiliser ses camions et mieux rentabiliser ses flottes et ses chauffeurs. Les prévisions aussi, même si une prévision par définition c'est faux et ça va changer, mais ça donne quand même des tendances, ça donne quand même un petit peu de capacité à mettre en face, et donc ça va aider les transporteurs à positionner des flux, à vous privilégier par rapport à d'autres chargeurs qui ne vont pas du tout partager de prévisions et qui vont être dans le jour pour le lendemain très régulièrement. Il y a ceux qu'on appelle les faciles, donc ceux qui ont peu de contraintes et spécificités. On voit encore des cahiers des charges de dizaines et dizaines de pages avec des contraintes sur chaque flux, au chargement, au déchargement, des contraintes horaires, des spécificités qui sont demandées. Voilà. Là où les transporteurs, comme je le disais, disaient oui à tout avant et trouvaient les moyens de se respecter ces contraintes, même si ça leur coûtait ou ça désoptimisait leur camion, aujourd'hui, ils vont faire le choix de ceux qui ont le moins de contraintes possibles. Il y aura toujours des contraintes qui seront nécessaires par rapport à des activités, on les entend, mais il y a des choses qui peuvent être travaillées sur des temps d'attente, des horaires de chargement moins contraints, des typologies de camions un peu moins spécifiques qu'on va réussir à charger, etc. Et ensuite, il y a les bien placés, donc les lignes avec les bons contreflux. Donc ça, malheureusement, ça a plus de mal à se travailler. Ça dépend où sont vos clients, où sont vos entrepôts et vos usines. Par contre, c'est des choses qui se regardent quand on fait un travail de schéma directeur pour positionner soit une nouvelle usine en construction, soit redimensionner et repositionner ses entrepôts. On ne regarde pas uniquement un aspect barycentrique géographique, mais ça vaut le coup de regarder les grands corridors. Et là où vous arriverez à trouver de la capacité et à bon prix, parce que vous serez au bon endroit. Voilà ce qu'on voulait dire un petit peu sur l'attractivité des chargeurs vis-à-vis des transporteurs. Et donc, une fois qu'on a dit ça, quelles sont les actions qu'on peut mettre en place, que peuvent mettre en place les chargeurs pour sécuriser leur livraison. Donc, on a décomposé ça en 2 types d'actions. Les actions appelées classiques, que vous connaissez, qui sont assez souvent utilisées, et ensuite des actions un peu plus long terme qui se travaillent avec différents qu'on verra dans la page suivante. Donc ici, on a bien sûr créé ou maintenir une bonne relation. Il faut donner envie aux transporteurs de continuer à transporter pour vous parce qu'ils choisissent leurs clients. Donc, c'est ce qu'on vient de voir avant. Hein. Donc, maintenir une bonne relation, c'est échanger, c'est partager de l'information, c'est travailler sur vos contraintes, c'est écouter les envies des transporteurs quand ils ont des flux et leur répondre favorablement quand vous le pouvez. Donc, c'est des choses comme ça qui permettent d'avoir les bonnes relations et d'avoir des transporteurs qui vont vous être fidèles. Rester connecté à son marché. Revaloriser. Revaloriser, ça ne veut pas dire accepter toutes les hausses de 5 ou 10% qu'on vous demande tous les ans. Par contre, lorsque c'est nécessaire, lorsqu'on a vu qu'on était un peu déconnecté par rapport à un marché et que le transporteur, on sent que c'est important pour lui parce qu'il risque de nous lâcher sinon, il faut savoir faire le pas en avant dans son sens. Par contre, quand on fait un pas en avant, ne pas hésiter à demander des contreparties. Vous avez des contreparties en termes de capacité additionnelle quand vous avez des pics d'activité, d'engagement sur des flux à risque qui sont risqués pour vous et qui sont dangereux si vous avez des problématiques de qualité de service, ou simplement des remorques en débord pour fluidifier les opérations de chargement-déchargement. Parfois, c'est des choses qui ont plus de valeur que les 1, 2, 3% que vous allez donner sur le flux. Donc, n'hésitez pas à demander des contreparties en gagnant-gagnant avec vos transporteurs. Trouver des nouveaux acteurs pour les flux sans solution. Donc là, effectivement, c'est souvent en dernière minute. On s'aperçoit qu'on va avoir des pics et que notre base de transporteurs ne va pas savoir y répondre. Donc, on fait du sourcing, parfois du sourcing un petit peu last minute, mais c'est mieux que rien. On a du spot qu'on active, qui coûte souvent plus cher, mais c'est mieux, encore une fois, que de ne pas réussir à livrer les clients. On fait appel à des transporteurs qui vont chercher sur des bourses de fret. Donc voilà, c'est des solutions
un peu court-termiste. Le sourcing, nous, on aime beaucoup, mais en vision long terme, on le verra par la suite. Mais du sourcing de dernière minute, ça permet de sauver des situations avec un coût qui est parfois un peu élevé. Et enfin, la dernière solution qui est, on voit encore dans beaucoup de chargeurs, hein. Moi, j'ai travaillé dans la boisson précédemment et en pic d'activité, quand il y avait des canicules et que le monde de la boisson avait des grosses demandes, qu'on dépassait les seuils des plans de transport de nos transporteurs, et ben on mettait en place des moyens dédiés pour sauver les flux. Donc, ça veut dire quoi, sauver les flux? Ça veut dire que les transporteurs qui sont affectés, mais qui ne vont pas réussir à mettre la capacité en face, eh ben, on le sait souvent, soit la veille tard pour le lendemain, soit le jour J, eh ben, il y avait des camions qui pouvaient sauver ces flux-là et partir à l'autre bout de la France faire ces flux-là. C'est des solutions, des solutions de location qui sont très chères parce que vous n'optimisez avec personne. Vous avez des retours à vide, vous avez des camions qui partent souvent plusieurs jours pour aller livrer sans construire de tournée. Donc, c'est très cher. Par contre, ça permet de sauver les flux et d'éviter les pénalités des clients que vous n'auriez pas livrés sinon. Donc, voilà les actions un peu classiques qu'on retrouve régulièrement chez nos clients. Nous, on pense qu'une démarche plus structurée, plus collaborative, permet de mieux sécuriser ces transports sur le long terme. Donc, effectivement, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout. Il y a beaucoup de contenu sur cette page. Pour nous, c'est une page clé dans ce sujet de comment j'anime mon transporteur et comment j'ai une vision un peu long terme sur la gestion de mon transport. Le premier point, c'est les schémas logistiques. Est-ce que vous pouvez adapter votre schéma logistique? On a travaillé pendant longtemps dans beaucoup de secteurs sur la réduction des stocks et on mettait tout sur le transport et la tension sur le transport. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas recréer un petit peu de stock tampon, de lisser un petit peu les flux dans un contexte où le transport se renchérit et est plus compliqué à trouver? On peut aussi se rapprocher. J'évoquais la boisson tout à l'heure. En saison, on avait ce qu'on appelait des greniers, des petits entrepôts où on mettait les produits phares en stock en prévision des pics non connus à l'avance et on les vidait au moment où il y avait besoin. Donc, on avait des transports de proximité qui étaient plus faciles à trouver que des transports de longue distance depuis l'usine de production. Donc, c'est des choses qui se mettent aussi en place, qui se construisent à l'avance, hein. Une fois que vous êtes avec le pic devant vous, c'est trop tard. Donc, c'est des choses qui doivent se construire pour sécuriser à la fois le schéma logistique et les livraisons. Et ensuite, il y a le travail, la cologistique. Il y a beaucoup d'actions qui se montent dans différentes régions sur du pooling. Il y a beaucoup de distributeurs qui travaillent le backhauling avec leurs clients, qui mettent en place des boucles avec leurs fournisseurs en approvisionnement. Donc, c'est des choses qui se travaillent pour aller avoir de la régularité et sécuriser des moyens qui auront des boucles fermées ou sécuriser des moyens parce qu'on ne sera pas les seuls chargeurs dedans, on sera mutualisé avec d'autres dans le cadre de pooling. Donc, c'est des choses qui se travaillent et qui vont dans le bon sens pour sécuriser le transport sur le long terme. Ensuite, il y a un sujet de stratégie achat, mettre son panel sous contrôle. Donc, on l'a dit, des engagements plutôt long terme, faire du partenariat avec les transporteurs, les aider à investir sur les nouveaux matériels. Donc, c'est des choses qui se font encore, mais pas partout, et avec des directions achats qui sont pilotées avec des objectifs annuels qui ont du mal à s'engager sur le long terme de par les objectifs qu'ils ont de l'autre côté de réduction des coûts. Ensuite, il y a le sourcing. Le sourcing, pour nous, ça doit être fait toute l'année. Il faut connaître son marché local, il faut travailler avec les transporteurs qui nous sollicitent, il faut tester des nouveaux transporteurs, il faut regarder qui est fiable ou pas fiable. Tester des nouveaux transporteurs, ça permet d'avoir des appels d'offres qui ont des meilleurs résultats parce que vous avez testé à l'avance, vous savez s'ils sont bons ou s'ils font du dumping et ça permet de, du coup, travailler différemment avec vos transporteurs. Chercher des moyens alternatifs, le ferroviaire, le multimodal, on va en voir un peu plus en détail par la suite, mais c'est des choses aussi qui se travaillent. Et travailler des backups, ne pas confier à un transporteur unique une région ou un flux, mais avoir quand même un transporteur qui en fait un de temps en temps et que vous êtes capable d'activer quand il y a des besoins. Troisième point, réduire ses exigences et ses contraintes. On l'a vu, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais travailler avec vos usines, vos entrepôts, ouvrir des plages horaires de livraison de chargement et de livraison plus grandes, limiter les besoins en camions spécifiques, en remorques spécifiques, pour aller vers une simplification pour vos transporteurs. Quatrième élément, sécuriser le plan de transport. Le plan de transport, c'est souvent le produit de sortie d'un appel d'offres, mais souvent, il est mal communiqué auprès des transporteurs. Donc, il faut le communiquer clairement. Ça ne veut pas dire que vous engagez sur tous les flux à un an à l'avance auprès de vos transporteurs, mais ça veut dire que vous savez
leur donner un peu de visibilité sur l'année qui vient et là où vous les attendez. Ça permet aussi de communiquer aux transporteurs qui vont être les backups, sur les flux sensibles, et ça permet aussi d'avoir un bon équilibre entre des flux qui arrangent le transporteur et des flux qui vous arrangent. Donc, ça permet d'avoir des échanges aussi construits avec vos transporteurs pour faire du donnant-donnant. Là où vous avez du mal, il vous aide, et là où ça l'intéresse, vous lui donnez des volumes. Et aussi, le plan de transport permet d'identifier les dépendances. Là où vous êtes dépendant sur certains flux, certaines régions de transporteurs, comment je fais pour en sortir? Et les transporteurs qui sont dépendants de vous, il faut éviter ça aussi, parce que le jour où il fera défaut, vous n'aurez pas de solution pour contourner ce défaut. 5e élément, selon nous, planification opération, donc bien planifier et s'y tenir. C'est compliqué dans le monde actuel, on en est conscient. Par contre, envoyer des prévisions le plus fiable possible, même si ça bouge, même s'il y a des éléments qui arrivent en cours de route, ça permet quand même de donner une bonne visibilité. Communiquer sur les ajustements. Réduire les temps d'attente, voilà. Quand on planifie mieux, quand on a des outils qui permettent de prendre les rendez-vous et de les respecter, ça limite les temps d'attente. On voit encore beaucoup de chargeurs qui n'ont pas de prise de rendez-vous. Ils savent que ça va venir charger en matinée, en après-midi ou dans la journée, sans qu'il y ait de créneaux qui soient pris. Et ça génère énormément d'insatisfaction et de temps d'attente pour les transporteurs. Et donc, vous avez des outils comme les TMS qui vous permettent de mieux planifier les choses et des outils aussi de prévision qui ne sont pas des outils de transport, mais qui peuvent être utilisés pour mieux planifier le transport. Et dernier point, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, voilà, c'est un thème que j'aime bien parce que ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas confiance, mais c'est important de contrôler. Contrôler en interne, est-ce que le plan de transport qui a été défini en amont par un responsable logistique, par un responsable achat, est bien appliqué au quotidien par les équipes? Et s'il n'est pas appliqué, pourquoi? Parce qu'il y a souvent des raisons derrière, des transporteurs qui n'ont pas mis les capacités attendues, des transporteurs qui ont fait défaut, mais ça doit remonter et ça doit être contrôlé pour pouvoir mettre les bonnes actions en face. Et contrôler d'un point de vue transporteur aussi. Voilà. Est-ce que les transporteurs sont au rendez-vous d'un point de vue prix, d'un point de vue volume, sur les flux où on les attend, et sinon les rencontrer pour comprendre pourquoi et trouver les solutions. Et mettre en place des indicateurs et partager le fameux OTIF que beaucoup connaissent pour piloter au quotidien. Voilà, c'est est-ce que mes transports sont arrivés à l'heure et est-ce qu'ils ont été bien complets en termes de capacité. Voilà, j'étais un peu plus long sur celle-là, mais ça me paraissait important de partager les éléments clés pour avancer. Je repasse la main à Jérôme pour les projets clés pour 2025. Effectivement, donc par rapport à ce schéma finalement d'organisation de l'ensemble des actions, nous avons estimé qu'il y avait 4 sujets qui nous semblaient un peu plus prioritaires. Le premier, c'est la réduction des contraintes. C'est vraiment de faciliter le travail des transporteurs et de rendre vos flux les plus standards et agrégables possibles avec d'autres flux. Donc c'est vraiment un élément qui peut être relativement, dans certains cas, facile à activer et qui va faciliter la relation. Le deuxième point, Jérémy en parlait, c'est d'accélérer sur des éléments de digitalisation, de TMS, de solutions spécialisées, de prise de rendez-vous et autres, à nouveau qui vont permettre de dégager de la capacité, en particulier en optimisant le remplissage des camions sans la moindre négociation tarifaire avec vos transporteurs. Donc c'est vraiment de réduire le besoin et puis de faciliter les opérations au quotidien, en particulier la réduction des temps d'attente, qui est souvent un élément un peu central dans l'attractivité que peut avoir un chargeur. Le troisième point, c'est dans l'acte d'achat. Au-delà du coût, c'est clairement de se mettre dans l'état d'esprit que l'achat doit couvrir de la même manière le service et la capacité. Et effectivement, de trouver le bon équilibre entre les taux de fret et les engagements que vous pouvez avoir auprès de vos prestataires sur les niveaux de service, y compris sur les éléments de suivi, de traçabilité et de restitution de la data, et sur les engagements de mise à disposition de capacité. Et puis le quatrième point, qui était en fait un élément qui sous-tendait l'ensemble des éléments du plan d'action long terme, c'est bien sûr de lancer les travaux que vous pouvez lancer sur la décarbonation. Le sujet aujourd'hui arrive et déjà à l'agenda de beaucoup de comités de direction. On le sait, sur un scope 3, le transport est souvent un des premiers émetteurs.
et donc avec des enjeux, ne serait-ce qu'autour de la CSRD, sur à la fois la mesure et derrière les actions de réduction. On voulait justement, sur ce point d'action sur la décarbonation du transport, vous donner aussi un éclairage sur ce que nous voyons aujourd'hui en termes de solutions possibles sur le marché, à 2 niveaux. Le premier niveau, ce sont les offres que vous allez pouvoir trouver chez vos transporteurs. Donc là, on va rester dans le domaine du transport routier sur les alternatives au diesel. Il y a effectivement un certain nombre d'éléments qui aujourd'hui commencent à être mis à disposition par les transporteurs et par le marché globalement. C'est un jeu qui va se jouer entre les transporteurs, vos chargeurs sur des éléments tarifaires et puis globalement sur la mise à disposition des infrastructures et la disponibilité des carburants. Ce que nous voyons globalement, c'est qu'un certain nombre de ces alternatives se développent, mais que globalement, aujourd'hui, le marché n'est pas en capacité à une bascule massive sur des alternatives au diesel. Le gaz, avec l'épisode de la guerre en Ukraine, a quand même découragé un certain nombre de transporteurs. On sait que la disponibilité de carburants comme le B100 ou le HVO est encore limitée. Il y a vraiment des arbitrages qui sont à faire par rapport à d'autres usages, même si on commence à voir des lignes se développer sur du HVO. L'enjeu, c'est aussi la disponibilité des réseaux de stations. Et puis l'électrique, l'électrique ou l'hydrogène qui est finalement assez proche dans la démarche, qui sera sûrement le terrain d'avenir de décarbonation du transport routier, mais sur lequel nous sommes encore loin d'une capacité opérationnelle à grande échelle. Voilà, donc sur la partie routier, des éléments qui commencent à se développer, liés à la fois à la disponibilité du carburant et des infrastructures, mais on pense aujourd'hui qu'il y a d'autres actions possibles en dehors du transport routier. Et je vais laisser Jérémy vous présenter ça. Effectivement, merci Jérôme. Voilà, aujourd'hui, on a des camions et on aura toujours besoin de camions, donc il y a des choses qui se développent, mais il y a aussi des alternatives au tout camion. Donc voilà, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais le transport ferroviaire, il est déjà bien utilisé. Voilà. Je voulais quand même rappeler que en 1950, même si ça paraît loin, il y avait 2/3 des marchandises qui étaient transportées par le rail. Il y avait encore 30% en 1984 et il n'y a que 9% aujourd'hui, donc en 2019, et c'est encore le cas aujourd'hui. Il y a plein de causes à ce constat, mais aujourd'hui, on a quand même un réseau ferroviaire qui est capable de prendre beaucoup plus de volume que ce qu'il prend aujourd'hui. Donc c'est compliqué le ferroviaire, il y a moins d'industrie qu'avant. Il y a aussi des baisses de volume dans les ports français, même si ça a tendance à se redévelopper. Et donc, c'est un axe principal. Donc, le public et les aides vont beaucoup vers le ferroviaire pour le développer. Il y a une ambition de doubler cette part de 9% à horizon 2030 de mémoire. Donc, il y a vraiment des choses qui vont dans le bon sens et des aides qui sont mises. Ça reste compliqué pour beaucoup de chargeurs qui n'ont pas forcément la volumétrie, qui n'ont pas forcément les sites au bon endroit avec les bons embranchements. C'est des investissements lourds à faire, mais c'est des choses qui sont aidées aujourd'hui pour que ça se développe. Le transport fluvial, là, de la même manière, c'est beaucoup plus confidentiel que le ferroviaire. Déjà, il faut être sur un fleuve pour que ça soit accessible. Mais il y a beaucoup d'acteurs, notamment dans le vrac, qui l'utilisent. Le ciment, le granulat, les céréales. Il y a du conteneur qui se fait de plus en plus. Le Rhône vers Fos marche bien et se développe bien. Donc, il y a beaucoup de conteneurs qui montent sur une barge le long du Rhône pour aller vers le port de Fos. Voilà, tout le monde ne peut pas le faire. Il y a encore des freins économiques. Les actions qu'on voit se développer, notamment les livraisons par barge dans le centre de Paris avec des reprises en camion électrique ou en vélo cargo, etc., ça coûte plus cher que d'envoyer un camion depuis l'entrepôt. Donc, il y a beaucoup d'images là-dessus et peu d'économiques. Mais il y a des aides qui vont dans le bon sens. Il y a des infrastructures qui se développent qui font que ça devrait se rapprocher du camion rapidement. Il y a les ZFE aussi qui vont peut-être obliger à aller réfléchir à ces solutions-là, même si aujourd'hui en ville, les camions électriques sont priorisés par rapport à une arrivée en barge par le fleuve. Là où je voulais en venir, c'est qu'il y a le transport combiné qui se développe beaucoup. Donc, on parlait du ferroviaire tout à l'heure, mais c'est aussi vrai pour le fluvial.
Un chargeur tout seul, souvent, il n'a pas les moyens d'aller développer du ferroviaire parce qu'il n'a pas les volumes, les infrastructures et les connaissances. Par contre, aujourd'hui, il y a des acteurs qui couvrent la boucle entière en développant du transport combiné. Rail route, beaucoup, et un petit peu quand même le fleuve route. Le principe est simple, hein. Vous chargez un camion chez vous, vous déchargez un camion chez votre client. Par contre, au milieu, il y a un acteur qui va transférer soit la remorque, soit la caisse sur un train pour faire un bout du trajet sur du train ou sur une barge. Donc, ça rend le sujet plus simple. Il y a beaucoup de chargeurs qui s'intéressent à ça en ce moment. Et voilà, ça nous semblait important de faire un focus sur ce sujet-là. La limite, c'est qu'aujourd'hui, on est plutôt sur une alternative pour des flux longs. Donc, en France, on va être sur des flux nord-sud, est-ouest, assez peu sur des flux régionaux parce que la rupture de charge va coûter trop cher et on n'arrivera pas à être plus intéressant et flexible que le camion. Mais sur des flux longue distance en France, et il y a beaucoup de corridors européens qui se développent aussi. C'est des choses qui se travaillent. Donc, on voulait faire un dernier focus et on en restera là. Il y a beaucoup plus de choses à dire sur la décarbonation. On voulait rester sur la notion de moyens de transport, mais on aurait pu parler de remplissage, on aurait pu parler de travailler avec des acteurs qui développent les bons moyens, les bons réseaux, on aurait pu travailler sur la réduction des kilomètres dans les schémas directeurs. Voilà, on va s'arrêter là. Si vous voulez en discuter plus en détail, n'hésitez pas. Et donc, la dernière page qu'on voulait montrer, c'est que le transport combiné, il se développe. Il y a des acteurs qui développent des corridors, que ce soit en ferroviaire, comme l'exemple de T3M qu'on a mis en bas à gauche, avec des corridors qui vont aujourd'hui vers l'Italie. Donc, on a des flux aujourd'hui en rail route qui vont de régions parisiennes jusqu'à quasiment toute l'Italie, en plus des flux nord-sud. Il y a d'autres acteurs qui sont sur d'autres corridors, avec le Benelux, avec l'Allemagne, et même plus loin en Europe. Donc, c'est vraiment des choses intéressantes à regarder quand vous avez des flux européens, parce que dès qu'on dépasse 500 km, le coût commence à être attractif par rapport aux camions. Donc, c'est des choses, on aide beaucoup nos clients là, sur ces sujets-là pour identifier les bons flux sur lesquels ça serait intéressant de développer du rail route. Voilà. Ce n'est pas forcément des flux plus longs aussi. On a tendance à se dire j'ai besoin de livrer en 2 jours ou 3 jours. Non, le rail, il sait faire ça. Vous avez des départs quotidiens sur des flux. C'est organisé avec un chargement, une mise sur le train, un déchargement très rapide. Des trains de fret qui roulent beaucoup la nuit. Donc, ça permet de connecter l'autre bout de la France au petit matin. Donc, c'est des choses qui sont vraiment intéressantes aujourd'hui. Et côté fleuve, à droite, donc l'exemple de Green Modal qu'on a voulu montrer, donc avec des activités fluviales qui permettent de connecter plusieurs points entre Le Havre et Paris, beaucoup sur la Seine, et comme je le disais, entre Lyon et Fos-sur-Mer. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur la partie décarbonation. Ce n'est pas forcément le thème du jour, mais ça nous paraissait important dans le contexte actuel de dire qu'il y avait des solutions qui existaient. Celles-ci en sont, il y en a beaucoup d'autres choses qui peuvent être étudiées. Et donc, ça fait partie de la feuille de route pour la gestion du transport en 2025. Merci Jérémy. On a vu donc beaucoup de changements, de perturbations dans certains cas, ou en tout cas, on disait, de changements de paradigme. Beaucoup de questions, du coup, pour les organisations de transport. Et face à ce transport qui n'est plus une commodité, c'est clairement aujourd'hui devenu un enjeu pour beaucoup d'entreprises. Clairement, l'idée pour nous, c'est de pouvoir vous accompagner sur ces différentes questions. Et on voulait juste finir sur cet élément, éclairer la capacité de Newton Voreal à vous accompagner du niveau stratégique à des niveaux très opérationnels jusqu'à la digitalisation de vos opérations. Jérémy, peut-être 2 mots sur cette partie-là. Oui, notre conviction, effectivement, c'est que le transport qui était vu comme une commodité il y a pas très longtemps, ça l'est encore dans pas mal d'entreprises. Nous, on le voit comme un levier clé de la performance parce qu'il y a des optimisations qui permettent de gagner de la performance. Et dans performance, il y a réduire les coûts, mais il y a aussi améliorer le service, être meilleur que ses concurrents en termes de livraison, de distribution pour prendre des parts de marché. Donc, il y a vraiment une notion de service au client à regarder dans le transport. Il y a beaucoup d'entreprises qui se développent sur du B2C, là où historiquement, ils ont toujours livré du B2B. Ce n'est pas les mêmes métiers, ce n'est pas les mêmes acteurs, ce n'est pas les mêmes outils pour le gérer, ce n'est pas les mêmes équipes pour le piloter. Donc, effectivement, c'est des choses qui méritent d'être regardées avec un spectre stratégique et organisation. Et on l'a dit, il y a la décarbonation et la digitalisation. Donc, effectivement, nous, on a 4 axes qu'on souhaite mettre en avant. Un côté stratégie organisation pour revoir comment vous fonctionnez, est-ce que c'est le bon niveau de fonctionnement,
qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, et aussi pour aller chercher les nouveaux services transport que vous n'utilisiez pas historiquement et dont votre entreprise a besoin pour se développer. Ensuite, il y a un deuxième axe autour des schémas directeurs et de l'optimisation du transport. Donc là, voilà, c'est assez classique comme thème, mais c'est un thème important. Dans le schéma directeur, avant, on regardait comment je me mets assez proche de mes clients pour les servir avec le niveau de service dont j'ai besoin et au meilleur coût. Et aujourd'hui, on rajoute la casquette aussi, je me rapproche pour faire moins de distance et du coup décarboner mes flux. Hein. On a parlé de motorisation et de modes différents, mais si je fais moins de kilomètres, c'est encore mieux. Donc voilà, il y a beaucoup de schémas directeurs aujourd'hui où le sujet décarbonation est mis en avant dans les réflexions. Et l'optimisation du transport va dans ce sens-là, bien sûr. Achat et décarbonation du transport, donc on les a mis ensemble parce qu'effectivement, décarbonation, on peut réduire les kilomètres avec le thème d'avant, comme on l'a vu, mais il y a aussi beaucoup de sujets de décarbonation qui tiennent aux prestataires de transport qu'on utilise, que ce soit ceux qui se développent sur les modes de transport alternatifs, comme le ferroviaire, comme le multimodal ou le fluvial. Et il y a aussi ceux qui développent des motorisations alternatives et qui ont des solutions bien plus en avance que d'autres, que ce soit du baissant du HVO par endroit, le gaz également, même s'il y a les limites qu'on a dit tout à l'heure, et aussi l'électrique. Il y en a qui sont en avance sur d'autres et qui font des tests avant d'autres, donc qui auront un coup d'avance et qui permettront d'aller décarboner en s'appuyant sur eux. Et enfin, dernier point, data et digitalisation du transport. Aujourd'hui, on voulait rappeler ce chiffre, il n'y a que 25% des chargeurs qui sont équipés d'un outil de gestion du transport de type TMS. C'est peu. Tout le monde n'a pas la même complexité, mais aujourd'hui, les TMS sont capables de s'adapter en mode SaaS avec certains modules simples sans entrer dans un déploiement de 2 ans avec beaucoup de développement d'interfaces et de coûts. Donc, il y a des choses qui existent assez simples à mettre en œuvre pour rentrer dans la digitalisation, commencer par un module là où on a un problème et petit à petit aller rajouter les modules en fonction de l'adéquation aux besoins et de la prise en main par les équipes. Voilà. Donc, c'est des choses qui nécessitent aussi d'être accompagnées souvent pour voir de quoi j'ai besoin, quels sont les outils qui répondent à ce besoin et comment je fais pour les déployer sans rentrer dans des projets infinissables dont on ne voit jamais le bout et où je me bats avec l'IT pour développer des API et autres dans tous les sens. Voilà ce qu'on voulait vous dire ce matin. Voilà, et donc nous avons un peu débordé, et merci d'être resté avec nous. Il y a eu effectivement un certain nombre de questions. Je vous propose de répondre à une question, et puis nous reviendrons directement vers vous pour tous ceux pour qui ne pourront pas apporter de réponse. Une question en particulier sur le maritime aérien, en fait une question en deux, canal de Suez, quelle perspective ? Et effectivement, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que malgré une certaine baisse de la tension, les déclarations de ces derniers jours, on verra comment les choses se passent, les compagnies privilégient toujours le passage par le Cap de Bonne-Espérance. Donc pour l'instant, pas trop de changements du côté des possibilités d'utiliser le canal de Suez, et beaucoup de chargeurs aussi, pour des questions de maîtrise du risque aussi d'ailleurs, préfèrent continuer à utiliser ces routes. Et puis la deuxième question sur le maritime et l'aérien, c'est effectivement quelles actions aujourd'hui face à cet environnement sur les taux de fret qui restent quand même à des niveaux élevés. Jérémy ? C'est une bonne question. On n'a pas de boule de cristal et on est sur des logiques un peu d'offre-demande qui varient vite. Non, mon avis, et ça restera le mien sur ce sujet-là, c'est qu'on est dans un monde où l'économie est plutôt pas en décroissance, mais en ralentissement par rapport à ce qu'on a connu les quelques années précédentes. Il y a quand même des risques de baisse des échanges internationaux avec Monsieur Trump et ses menaces incessantes. Donc, il y a peut-être des entreprises qui vont réduire leurs transferts internationaux et réfléchir à relocaliser des choses ou à faire différemment du fait de ces menaces de droits de douane. Donc tout ça devrait plutôt peser à la baisse sur les volumes qui sont confiés aux acteurs du maritime et de l'aérien. Et voilà, mon avis, c'est que on serait plutôt sur des taux de fret qui seraient plutôt orientés à la baisse qu'à la hausse dans ce contexte-là. Contexte, je dirais, volume et environnement économique. Après, il y a plein de guerres qui peuvent se déclarer, de problèmes avec le canal du Panama, le canal de Suez,
qui peuvent aller dans l'autre sens. Donc, c'est là où c'est compliqué de se projeter sur ces sujets-là. Mais voilà, moi, d'un point de vue purement volume et économie mondiale, je verrais plutôt des volumes en baisse et de fait des baisses de taux de fret qui vont avec le jeu de l'offre et de la demande. Et donc plutôt s'engager sur des contrats ou continuer à acheter en spot? Moi, je serais plutôt sur acheter en spot ou des contrats à court terme, avec des visions à 3 mois. Voilà. S'engager aujourd'hui long terme sur des taux qui sont quand même relativement hauts, avec les hausses de volume de fin d'année dernière qui ont fait remonter les taux en fin d'année et qui sont ceux d'aujourd'hui. J'aurais plutôt tendance, si je devais acheter du maritime aujourd'hui ou de l'aérien, à m'engager sur des visions assez courtes, 3 mois par 3 mois, et avec du coup un risque qui est quelque chose qui se passe et qui aille dans le mauvais sens, mais avec un contexte qui me ferait penser qu'on est plutôt sur une baisse de volume et donc potentiellement des baisses de taux à venir. Merci Jérémy, merci à tous pour votre participation. Donc à nouveau, le replay sera disponible sous peu. Vous allez avoir un petit questionnaire, c'est important pour nous d'avoir votre retour, votre sentiment sur ce webinaire. Et puis n'hésitez pas, nous sommes à votre disposition si vous avez des questions complémentaires. Et puis donc nous reviendrons directement vers ceux qui ont posé des questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre. Et nous vous disons à très bientôt. Merci à tous, bonne journée, à très bientôt.